C'est à travers une série de unes imaginaires que je vais tenter de vous raconter une histoire, de préférence une belle histoire. Ces unes sont des créations originales, ce sont des peintures qui représentent la couverture d'un magazine bien réel, lui, le magazine Life. Ce nom n'évoque peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous, sachez cependant qu'il s'agit d'un titre de la presse écrite américaine, précurseur, qui avait déjà fait sienne le poids des mots, le choc des photos. D'ailleurs, si vous reprenez un Paris Match d'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que le cartouche, situé en haut à gauche, reprend les codes couleurs de Life Magazine, donc un titre créé en 1936. Ces 16 unes que je vais vous présenter à travers une série de podcasts n'ont donc jamais existé. En revanche, l'histoire, elle, que je vais vous narrer, est bel et bien réelle. C'est l'histoire de la conquête de la Lune par l'homme. Voici cette première une que j'ai située en 1942. La décennie 40, je fais une aparté histoire de poser un repère temporel. C'est peut-être une décennie qui est antérieure à la décennie pendant laquelle sont nés vos grands-parents. Il est bien évident qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, les tablettes, les portables, les smartphones, tout ça n'existait que dans l'esprit visionnaire de certaines personnes, mais qui devait être particulièrement rare. Alors sur cette première couverture de Life Magazine, vous pouvez apercevoir une fusée A4 érigée sur un pas de tir, tout cela sur les bords de la mer Baltique, dans un petit endroit charmant et bucolique qui s'appelle Peenemünde. Un nom qui est juste improbable. Et nous sommes encore loin, très très loin du premier pas de l'homme sur la Lune. Cette fusée-là, développée sous un autre nom, à partir de 1943, elle s'appellera V2, sera amenée à passer à la postérité pour une autre raison que la conquête spatiale. Il s'agit de la première arme de destruction massive destinée à tuer, et à tuer de préférence des populations civiles en Belgique ou au Royaume-Uni. Alors, arme de destruction massive, tout est relatif, car avec une charge explosive de quelques centaines de kilos à peine, les dégâts qu'elle provoquait étaient plutôt limités, bien inférieurs en tout cas à la crainte qu'elle engendrait parmi la population. D'un point de vue purement comptable, on dénombrera moins de 3000 morts liés au V2 parmi la population civile. 3000 morts, c'est 2 fois moins que le nombre de morts parmi les ouvriers contraints de participer à leur construction. Quelques années plus tard, très peu de temps après finalement, les progrès techniques aidant, la charge explosive classique cédera la place à des ogives nucléaires cette fois. Un moyen pratique de faire régner de part et d'autre du rideau de fer l'équilibre de la terreur. À présent, observez bien cette photo que j'ai ajoutée en trompe-l'œil. Cette photo au bord crénelé, en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps. Qui voyez-vous ? Vous pouvez y découvrir un jeune ingénieur allemand en tenue civile, très propre sur lui. On lui donnerait d'ailleurs le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas ? Ce jeune ingénieur d'à peine 30 ans, entouré d'officiels en uniforme de la Luftwaffe, se nomme von Braun. Werner von Braun. Et c'est lui, avec d'autres, bien sûr il n'était pas tout seul, qui fut l'architecte, le précurseur de ces armes de destruction massive. Un personnage ambitieux, investi pleinement et sans état d'âme dans l'effort de guerre allemand. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il sera promu par Himmler lui-même, SS Sturmbannführer et décoré de la Croix du mérite de guerre. Cependant, vers la fin de l'année 1944, début 1945, la défaite du Troisième Reich semble inéluctable pour beaucoup. Von Braun, d'ailleurs, fait partie de ces sceptiques qui aimeraient bien poursuivre leur carrière d'ingénieur loin de l'Allemagne. Et c'est ce qu'il fera, d'ailleurs, à la faveur de l'avancée des troupes alliées sur le sol germanique. Dans des conditions rocambolesques, d'ailleurs, puisqu'il parviendra, en avril 1945, à échapper à la surveillance des commandos SS, accompagné par des membres de son équipe tous très hautement qualifiés, et à se rendre
aux troupes américaines le 2 mai suivant dans une station de ski bavaroise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fuite ou la capture des cerveaux est à la mode. Pour certains, c'est l'heure des choix entre le monde libéral ou le monde libre et le communisme. Pour d'autres, de choix, il n'y en aura pas. Avec Korolev à sa tête, cet ingénieur russe, Staline fera main basse sur l'outil de production des V2 et contraindra des experts et des techniciens allemands à travailler au programme des missiles balistiques intercontinentaux qui aboutiront au lanceur Soyouz, un lanceur toujours opérationnel aujourd'hui. La France ne fut pas en reste. C'est d'ailleurs un ingénieur allemand, Heinz Bringer, embauché en 1946 avec une centaine d'autres spécialistes par la direction des études et armements français, la DEFA, qui va concevoir le moteur Viking, le moteur des fusées Ariane. Mais revenons aux États-Unis. En 1950, Wernher von Braun, installé à Huntsville dans l'État de l'Alabama, sera nommé directeur technique pour la mise au point des missiles guidés directement dérivés du V2. Avec un nouveau nom de baptême, le Redstone sera le premier missile balistique américain et servira dès 1961 au lancement des tout premiers astronautes. Reconnu pour la qualité de son travail, Wernher von Braun va gravir très vite les échelons et se verra confier par la NASA, la National Aeronautic and Space Administration, la direction du centre de vol de Marshall. Mais c'est véritablement le lancement du programme Apollo, celui de la conquête de la Lune lancé par John Fitzgerald Kennedy en 1961, qui rendra von Braun célèbre. C'est en effet lui qui aura la charge de concevoir le lourd lanceur Saturne V, et pour une fois, il faut partir d'une feuille blanche, et non plus d'une extrapolation depuis un missile existant. Le temps presse, mais ce sera une véritable réussite, et c'est bel et bien une fusée Saturne V qui lancera Armstrong, Aldrin et Collins en juillet 69 vers la Lune et la postérité. Wernher von Braun demeurera responsable des programmes de la NASA jusqu'en 1970, avant d'en devenir administrateur adjoint. Elles sont bien loin désormais les plages bucoliques de la mer Baltique. 1972 voit la fin du programme Apollo avec la dernière mission, Apollo 17, et ce sera également la fin de la collaboration entre ce jeune ingénieur allemand venu sur le territoire américain et l'administration américaine. La carrière de von Braun va désormais se dérouler dans le privé, cela jusqu'en 1977, date de sa disparition.